Bienvenue à notre webinaire dont le thème est comment dématérialiser et améliorer les processus métiers avec la suite Microsoft Power Platform. Les intervenants, donc moi-même Franck, ingénieur d'affaires chez Progelis, et le webinaire sera co-animé sur l'ensemble des ateliers par Vincent. Bonjour, donc Vincent Burnichon, je suis team leader de la partie business application chez Progelis et donc je m'occupe d'intégrer tout ce qui est SharePoint et la Power Platform. Donc on pourra découvrir quel est cet outil durant cette heure tous ensemble. Et donc Antoine. Oui, bonjour à tous. Donc Antoine Leroux, consultant chez Progelis, consultant avant-vente. Donc j'accompagne les commerciaux dans la définition des besoins autour des solutions Microsoft et notamment la Power Platform. Très bien, je vous remercie. Et l'agenda que nous vous proposons donc pour le déroulement de ce webinaire est de démarrer avec une introduction pour présenter ce qu'inclut la suite Microsoft Power Platform, de suite se faire un focus sur l'interopérabilité de la Power Platform avec un système d'information existant. Et ensuite, nous poursuivrons avec des cas d'usage et une démonstration. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'inclut la Microsoft Power Platform? Je pose la question du coup à Vincent. Alors, donc, la Power Platform est un outil qui est complet, qui va récupérer, en fin de compte, 4 services, comme on voit sur le slide suivant. Donc, on va avoir Power BI, qui va vous aider à analyser les données. On va avoir Power Apps, qui va vous permettre de créer des applications métiers. Power Automate, qui va faire de l'automatisation. Et aussi, on a un petit nouveau qui est arrivé, on va dire, courant de l'année dernière, qui est Power Virtual Agent, qui permet de faire des chatbots avec des aires de décision. Et tous ces outils vont être interconnectés entre eux, donc on pourra distribuer les différentes informations entre ces outils-là. Et après, on va pouvoir utiliser différents connecteurs pour pouvoir connecter votre système d'information en interne ou avec des outils qui sont en SaaS comme la suite Office 365 et des autres add-ons qu'on verra un peu plus tard dans la présentation. Pour l'intégration de cette Power Platform, donc comme je vous ai dit à l'instant, la Power Platform est vraiment intégrée dans la suite Office 365 et aussi avec la plateforme Azure. Donc ici, dans ce slide-là, on voit les briques Power BI, Power Apps et Power Automate qui peuvent utiliser les services Azure comme la partie data d'Azure, donc qui vont être le SQL Server ou des data lakes en fonction de votre taille d'infrastructure. Et après, on va avoir des couches en plus d'automatisation si on veut faire des choses plus particulières. Et bien sûr, tout peut être piloté avec la suite Azure DevOps pour pouvoir mettre vos codes à disposition et faire de la review de code qui est derrière. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Antoine, sur cette partie? Non, je pense que c'est clair. Effectivement, on voit bien l'intégration aujourd'hui de la Power Platform avec tout l'écosystème Microsoft, donc à la fois de l'Office 365, mais également tout ce qui va être lié au cloud Azure. Et on le verra un petit peu plus loin dans la présentation également avec des données qui peuvent être dites on-premise, donc sauvegardées en local sur vos différents data centers. En termes de chiffres, du coup, la Power Platform va vraiment vous aider à passer dans cette transition numérique qu'on parle depuis quelques années. Donc après, on a des sources qui viennent de Gartner, pardon, excusez-moi. Donc, on voit avec toute cette suite qu'on va augmenter les besoins d'applications mobiles parce qu'on peut créer très facilement ces applications. Donc, je vous expliquerai comment dans la suite des slides. On voit que du coup, cette demande va être facilitée avec ce low-code, parce qu'on voit que du coup, d'ici 2024, l'application low-code sera de plus en plus utilisable. Donc, c'est vraiment intéressant cette plateforme. On peut gérer différents processus et différentes maturités. Donc souvent, quand on va mettre en place cette solution de la Power Platform, on va commencer par des choses assez simples, donc automatiser certains processus. Donc souvent, c'est des processus qui sont métiers. Donc pour faciliter ça, on va utiliser Teams et Power Automate, qui va vraiment pouvoir faire des flux automatisés. Par exemple, je suis un commercial, je reçois souvent des devis et j'ai prévu que tous mes pièces jointes soient rangées quelque part dans mon OneDrive, et ben ça, je peux le gérer avec cet outil Power Automate.
Après, on va rentrer sur ce qu'on appelle des applications plus simples, où là, on va voir vraiment l'imbrication de tous les outils de la Power Platform, donc Power Apps, Power Automate, Power BI, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de l'analyse de nos données pour savoir comment elles vont être traitées, et bien sûr, comment on va gérer toutes ces données. Bah là, on va s'intéresser sur ces données sur la couche SharePoint pour stocker les données. Et bien sûr, Teams pour faire notre porte d'entrée, parce que maintenant, Teams est de plus en plus utilisé et c'est beaucoup plus simple d'avoir une porte d'entrée connue par tout le monde. Et après, si on veut vraiment faire des applications métiers qui se disent complexes, donc qui vont toucher de l'infrastructure vraiment interne, on-premise, et aussi de l'infrastructure qui sont externes, en dehors au service Office 365, et qu'on va avoir de la complexité parce qu'on va avoir énormément de règles métiers, on va impacter toute la société, les différents services. Donc là, on va rajouter la gestion des données plutôt de ce qu'on appelle dans Dataverse. Du coup, cet outil s'appelait avant le CDS et donc a été renommé en janvier en Dataverse derrière. Je pense qu'il est intéressant dans cette slide, c'est finalement de sentir que, comme on vous l'a présenté précédemment, on a différentes applications finalement autour de cette Power Platform. Et aujourd'hui, en fonction de votre besoin, en fonction de la complexité, en fonction de ce que vous souhaitez faire réellement, on va utiliser telle ou telle application. On n'est pas obligé d'utiliser l'intégralité, bien entendu, de la Power Platform, de toutes les briques applicatives que la Power Platform propose, mais on va pouvoir utiliser au besoin telle ou telle application, faire interagir les applications entre elles. Donc, on est vraiment sur une plateforme qui est modulaire, qui va s'adapter, bien entendu, aux besoins que vous pourriez avoir, que ce soit en interne ou avec des données qui peuvent provenir effectivement de l'externe. Tout à fait. Donc, une suite d'éléments dans lesquels on vient piocher pour confectionner des applications et selon les besoins. Tout est disponible pour pouvoir organiser les applications telles que vous les avez imaginées. Et voilà, tout est là pour simplifier cette mise en œuvre. Tout à fait. Donc, le premier vraiment outil de cette suite, la Power Platform, on a un petit nouveau qui est arrivé aussi courant de l'année dernière, qui est Microsoft Dataverse for Teams. En fin de compte, ça permet vraiment de créer une mini application avec, on va dire, une base de données assez robuste sur Teams. Donc, on va pouvoir vraiment créer une application métier dans une équipe Teams. Donc, la gestion de la sécurité va être gérée via les groupes Teams. Donc là, ce qui devient intéressant parce que ça va faciliter cette gestion de la sécurité. Et en plus, vous allez pouvoir créer des mini chatbots dans l'équipe de Teams. Par contre, pour cette technologie, on va avoir une petite limitation où du coup, on ne pourra pas dépasser 2 gigas de données par équipe Teams. Après, si on dépasse cette limitation, on va passer ce qu'on appelle à du Dataverse classique. Après, on va avoir du coup le Dataverse. Donc le Dataverse permet d'avoir une administration simple et fine de la sécurité des données, et ça va être une sorte de gestion de base de données relationnelle qui va être utilisée pour toutes les briques de la Power Platform. Donc que ça soit pour la gestion de données sur Power Automate, sur Power Apps, sur du Power BI. Donc, toute cette plateforme va nous permettre aussi de gérer beaucoup plus finement des métadonnées, donc pour gérer vos données derrière. On va pouvoir mettre aussi en place des règles métiers. Donc, par exemple, quand je coche une case, je veux qu'une liste déroulante s'affiche ou inversement. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose de très métier. Et on va avoir tout ce qui est outils de productivité dans ce Dataverse, qui va être des tableaux de bord. On va pouvoir sécuriser les connecteurs. Donc, on va faire vraiment beaucoup de choses par rapport à une simple liste SharePoint où on pourra gérer la sécurité que dans notre liste. Là, on va vraiment avoir une sécurité uniforme par rapport à toutes les données qui vont se trouver dans ce Dataverse. C'est important de le préciser parce que même si les métiers ont des attentes pour leur organisation, c'est important aussi de pouvoir rassurer tous les responsables au niveau de l'IT et de la sécurité que cet environnement sera bien évidemment sécurisé. Tout à fait. On va arriver du coup vraiment dans les produits phares de la Power Platform qui est Power Apps. Donc Power Apps permet de développer des applications, je vais dire métiers, mais tout type d'applications grâce au studio de Power Apps qui est accessible du coup, depuis Office 365. Et donc là, vous allez développer vos applications en low code. Donc en fin de compte, le langage va ressembler plus à des formules type Excel que vraiment à du code traditionnel qu'auraient pu faire les développeurs. Donc ça va donner la création de ces applications à plus grand nombre, et donc même certains métiers vont pouvoir créer leur propre petite application.
L'intérêt de passer par la Power Platform, c'est qu'on a à peu près 250 connecteurs pour vous connecter à différentes données, que ce soit des données sur Office 365 ou des données qui vont se trouver sur Twitter, sur Facebook, quelque chose comme ça. On pourra les récupérer grâce à ces connecteurs-là. Et après, une fois qu'on a créé cette application, on va pouvoir partager l'application très facilement, juste en cliquant sur un bouton partager. Et là, vous pourrez choisir à quelle personne vous voulez partager ces équipes sans difficulté. Et donc après, ces applications sont accessibles depuis tout périphérique, sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone portable. Et bien sûr, tout ça est responsive. Ce qui est important effectivement de préciser ici, ce que tu disais Vincent sur les applications responsives, c'est qu'aujourd'hui on va avec la Power Platform créer une application qui va pouvoir être utilisée sur tous les supports. On n'est pas sur du refacto, dépendant du support, dépendant du matériel, etc. Que vos utilisateurs soient sur de l'iOS, de l'Android, sur une Surface ou peu importe finalement, c'est la même application qui est développée. C'est ensuite le mécanisme derrière, le moteur qui se charge lui de rendre l'information en fonction du matériel sur lequel sont vos utilisateurs. Donc, on est sur aussi une simplification dans le déploiement des applications. On est plus sur des applications natives pour les différents types de systèmes d'opération qui pourraient exister. On est bien sur une seule application, un seul développement pour l'ensemble des appareils. Et donc, cette approche low-code rend de fait le développement, en tout cas l'entretien ou l'amélioration de ces applications accessibles à des gens qui ne sont pas forcément des programmeurs et avec un minimum de transfert de compétences. Vous serez à votre tour capable de faire des arrangements et des évolutions de ces applications. On va passer sur la partie Power Automate. Donc là, cette partie-là, ça va être un peu votre chef d'orchestre des automatisations au sein de votre organisation. Aussi, c'est très intéressant de lier Power Apps avec Power Automate pour faire des actions, des calculs derrière. Donc, on va pouvoir avoir différents types de flux automatisés ou workflows. Donc, le premier type, ça va être des workflows automatisés, donc à l'aide de connecteurs. Par exemple, je mets un nouveau document dans une bibliothèque SharePoint ou je rajoute une nouvelle ligne dans une liste SharePoint. Automatiquement, mon flux va s'exécuter. Ou autrement, on peut prévoir des flux qui vont s'exécuter une fois par jour ou tous les week-ends. Donc là, ce sera à vous de gérer cette partie-là. Après, on va avoir des workflows dits d'approbation, parce que souvent, on a toujours dans des business cases où on a besoin de l'approbation de notre manager ou d'une équipe pour valider un document. Donc là, on peut faire très facilement ces workflows d'approbation. On va avoir aussi des workflows dits RPA qui va permettre d'automatiser des processus qui se passent vraiment sur votre ordinateur. Par exemple, j'ai un petit cas d'usage en tête qui permet, je ne sais pas, vous avez votre assistante de commerciale qui doit trouver les numéros de SIRET et les numéros de TVA intracommunautaire. On sait que c'est assez simple, mais ça prend un certain temps. Et ben, on pourrait construire un flux RPA où du coup, on va rentrer dans une petite application le nom du client et automatiquement, il va ouvrir votre navigateur web, aller sur le bon site pour mettre le nom de la société. Et là, automatiquement, il va vous récupérer ce numéro de SIRET et son numéro intracommunautaire et après, potentiellement, pouvoir le mettre dans votre outil métier. Donc voilà, ce type de flux qu'on dit RPA. Et après, on va avoir des derniers types de flux qui sont la création de processus métier qui permet de gérer dans les applications model driven, donc des applications qui ressemblent plus à l'interface de Dynamics, permet de gérer des étapes du flux de mon processus. Donc, ce qui est important de sentir effectivement sur la partie Power Automate, autant tout à l'heure sur Power Apps, on était vraiment sur l'interface utilisateur, c'était vraiment le rendu visuel, l'interface avec laquelle l'utilisateur va interagir. Là, Power Automate, on est vraiment dans une application back-office. On va venir, comme le disait Vincent, automatiser des processus métiers, orchestrer le transfert de données, la manipulation des données. Par contre, on est sur une interface qui n'est pas accessible à l'utilisateur final. On est vraiment sur une interface d'administration qui est plutôt de back-office pour l'ensemble des transferts de données et de manipulation de processus sur vos applications. Enfin, on va avoir Power BI qui est l'outil d'analyse des données de Microsoft. Donc facilement, on va pouvoir se connecter à vos données d'entreprise professionnelle grâce aux connecteurs qu'on a vus qui peuvent être utilisés dans la Power Apps, dans le Power Automate. On va pouvoir créer très facilement ces rapports d'analyse et en plus, ils vont être dynamiques. Donc, en fin de compte, vous allez pouvoir mettre des filtres et en fonction des filtres que vous allez mettre en place, eh ben, la donnée
et les différents visuels vont être modifiés. Bien sûr, quand on parle de rapports Power BI, de dashboard, on voudrait mettre en place de la synchronisation. Bien, avec l'outil, on peut mettre de la synchronisation soit en temps réel, soit autrement mettre de la synchronisation toutes les heures ou tous les jours en fonction du besoin de rafraîchissement du rapport. Bien sûr, comme toute la suite Power Platform, ces dashboards vont être facilement utilisables sur votre téléphone parce qu'il y a une application Power BI sur téléphone. On va pouvoir l'intégrer dans Teams, dans SharePoint Online. Donc, c'est vraiment très intégrable dans tout l'écosystème Office 365. Ouais, tu fais bien de le souligner, parce que l'intérêt de l'ensemble de ces briques de la suite Power Platform est bien évidemment toute cette interopérabilité dans l'ensemble de l'écosystème Office 365 qui rend cette suite totalement complémentaire aux outils que vous utilisez déjà certainement par ailleurs sur le Modern Workplace. Le petit dernier, donc, qui est Power Virtual Agent, qui va permettre de concevoir du coup un bot ou un chatbot facilement. Donc, comme on voit sur l'image, ça fonctionne en arbre de décision. On va définir ce que l'utilisateur va rentrer. Et en fonction des rentrées de l'utilisateur, le robot va répondre différentes solutions. Donc, on va pouvoir créer des conversations riches et naturelles. On peut exécuter des actions, par exemple, quand on va lui demander « je cherche une documentation », le robot est capable de nous faire un lien vers cette documentation ou même un lien pour exécuter une application en Power Apps. Et bien sûr, tout cela va être orchestré et monitoré par l'outil. Et donc, comme ça va nous permettre d'améliorer ce chatbot de fur et à mesure pour voir où mes utilisateurs ont posé plus de questions et potentiellement, si mon robot n'a pas été capable de répondre à la question, d'améliorer le robot pour qu'ils aident pour que la prochaine fois qu'il pose la question, que le robot est capable de répondre à la question. Donc, c'est très, très intéressant, cette partie de monitorer et de vérifier les performances de mon robot que j'ai mis en place. Donc, merci Vincent, on a fait le tour de toutes les applications effectivement qui étaient disponibles sur la Power Platform. Donc je pense que maintenant tu peux peut-être nous résumer rapidement toutes ces applications pour qu'on ait une vue d'ensemble et qu'on comprenne bien effectivement le positionnement des applications les unes par rapport aux autres dans tout cet écosystème de Power Platform. Tout à fait. Donc, en fin de compte, dans son slide, ce qu'on voit, c'est que déjà, tout le monde a Office 365, on avait du SharePoint, du Teams, du OneDrive, et donc ça nous permettait de faire de la collaboration, Teams d'avoir notre hub d'entrée pour les différentes équipes, etc. Et en fin de compte, on retrouve tout le temps cette problématique qu'on veut répondre à des cas d'usage métier, et donc on veut étendre notre capacité d'Office 365. Donc pour cela, on va créer des interfaces sympas, des interfaces métiers et des petites applications grâce à Power Apps. Une fois qu'on a créé notre interface, on veut toujours orchestrer, automatiser, faire des calculs. Donc là, on va utiliser Power Automate. Une fois qu'on a notre application, qu'on a notre automatisation, que tout notre processus est bien modélisé et fonctionne bien, souvent on se dit, en fait, on veut savoir comment elle est utilisée et aussi lire les données. Donc pour cela, on va utiliser Power BI qui va permettre d'analyser les données et aussi me permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment par rapport à ces données-là. Et en fin de compte, si on veut rajouter une surcouche pour aider les collaborateurs quand ils ont beaucoup de questions par rapport à des sujets particuliers, on peut créer des mini chatbots qui vont permettre de répondre plus rapidement et gagner aussi du temps dans tous les jours. Et donc tout ça, tous ces outils vont permettre de personnaliser et améliorer vos processus. Le côté positif, c'est que toutes ces applications et toutes ces choses qu'on a vues peuvent être intégrées directement dans des équipes Teams ou dans Teams. Et ça permet d'avoir une facilité d'accès à ces ressources. Aussi, on peut facilement trouver de la formation chez Microsoft. Et donc, tous ces processus vont permettre de gagner en ROI rapidement de votre côté. Passons maintenant à son interopérabilité avec le système d'information. Oui, donc effectivement, maintenant, on va discuter d'interopérabilité. Donc finalement, quelle est la capacité de la Power Platform à interagir avec d'autres systèmes et donc notamment votre système d'information qui est existant. Donc pour communiquer avec d'autres systèmes, à travers la Power Platform, on va se baser sur ce qu'on appelle les connecteurs. Un connecteur, c'est quoi? C'est un élément qui va venir s'insérer entre la Power Platform et les applications sources qui vont émettre de l'information pour votre application et également les systèmes qui vont récupérer l'information sortant de la Power Platform. Donc, on va positionner des connecteurs avec toutes les sources de données, que ce soit des sources entrantes ou des sources sortantes de l'ensemble de vos applications.
On va avoir des connecteurs qu'on appelle des connecteurs natifs avec tout l'écosystème Office 365. Donc, on va retrouver de l'Outlook, du SharePoint, des Excel, des Word, du Dynamics, des OneDrive, etc., etc. Mais on va également retrouver tout un tas de connecteurs qu'on appelle des connecteurs tiers, avec des applications qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans le monde Office 35 et qui sont même pas forcément des applications Microsoft. Donc on va retrouver des choses, comme vous voyez, on a du Dropbox, on a accès à du Mailchimp, on a accès à tout un tas d'autres connecteurs qui ne font pas partie du monde Microsoft. Quand vous souhaitez interagir finalement, intégrer des données entrantes ou sortantes avec votre Power Platform, vous avez également la capacité, si les connecteurs n'existent pas nativement, vous avez également la possibilité de créer vos propres connecteurs. Donc via du développement, via du DevOps, on va pouvoir créer ses propres connecteurs et du coup faire communiquer une plateforme en dehors d'Office 35 avec notre Power Platform et donc les applications associées, Power Apps, Power Automate, etc. L'autre intérêt des connecteurs, c'est également, ce qu'on disait tout à l'heure avec Vincent, d'aller récupérer, d'aller interagir également avec des données qui se trouvent en local, sur des serveurs que vous avez ou sur des data centers que vous hébergez de votre côté, qui ne sont donc pas forcément, encore une fois, dans l'écosystème Microsoft. Et dans ces cas-là, on va positionner ce qu'on appelle une gateway, une passerelle, qui va permettre justement à Office 365, à la Power Platform, d'aller communiquer avec des données qui sont dites on-premise, directement sur vos bases de données ou dans d'autres applicatifs que vous auriez en gestion propre de votre côté. Alors, on a quelques questions qui arrivent dans le chat sur des compatibilités avec des sujets ou des développements spécifiques que vous pouvez avoir. L'idée, c'est de rester assez global dans ce webinaire, ne pas rentrer trop en détail par rapport à des SI qui vous seraient propres, mais en tout cas, on est tout à fait disposé ensuite à les traiter après le webinaire ou lors d'échanges qu'on pourrait avoir avec vous. Mais continuez à nous poser des questions, comme ça alimente les prochains échanges que nous pourrons avoir ensemble. Donc, si on continue effectivement sur les connecteurs, aujourd'hui, les connecteurs qui sont le plus utilisés, on va retrouver bien entendu ceux qui sont dans la suite Office 35. Quand vous avez un écosystème qui est plutôt cohérent avec une messagerie Exchange Online, avec du SharePoint pour vos documents, avec du Teams pour tout ce qui va être lié à la collaboration, à la communication, etc. Donc, on va retrouver tous ces connecteurs finalement natifs qui permettent d'aller interagir avec la suite Office 35, mais également, ce que je disais, des connecteurs aujourd'hui tierces. On va retrouver du Mailchimp, on va retrouver du SAP, on va retrouver tout ce qui est flux Twitter, Facebook, etc., etc. Donc tout ce qui est gestion également des réseaux sociaux. Et donc on va avoir également tout ce qui est la partie ERP, les LinkedIn également sur les réseaux sociaux plutôt d'entreprise. Donc on a aujourd'hui plus de 200 à 300 connecteurs qui existent nativement. On va avoir aussi la signature électronique avec Adobe Sign, notamment avec DocuSign qui permettent aussi de mettre des tampons de validation en interne à votre société. Donc aujourd'hui, on peut utiliser la Power Platform, si vous voulez, comme étant finalement une aide à une application qui peut être censée être plus globale. Aujourd'hui, vous avez une application, donc un ERP, on peut se servir par exemple de la Power Platform pour aller simplement mettre en place de la signature électronique sur cet ERP. Parce que potentiellement, le ERP que vous utilisez est peut-être trop ancien, que le module de signature ne vous convient pas, etc. Donc si vous voulez, on va pouvoir venir greffer à des applications existantes finalement la capacité de la Power Platform à venir faire transiter de l'information entre vos différents systèmes de données. Et donc, si on continue un petit peu sur cette partie interopérabilité, comment ça se passe sous le capot finalement de la Power Platform. On va retrouver en fait ce qu'on appelle le Common Data Model, donc le CDM, qui lui va être central, qui va venir, si vous voulez, centraliser, regrouper l'ensemble des données de la Power Platform. L'idée de regrouper l'ensemble des données de la Power Platform dans un modèle unique, c'est d'avoir en fait un langage d'interaction avec ces données qui est commun, qui est le même. Aujourd'hui, faire communiquer un système SAP avec un système Dynamics, c'est pas ce qu'il y a de plus aisé. D'accord, va falloir mettre en place des ETL, transférer la donnée, etc., etc. Avec ce modèle de données commun, une fois que vous avez vos connecteurs qui sont câblés sur chacun des systèmes, encore une fois des systèmes sources ou des systèmes sortants, on va pouvoir intégrer l'ensemble des données dans un modèle de données qui lui est commun et du coup standardiser ce schéma de données et cette capacité finalement à interagir avec les données. Encore une fois, on va pouvoir utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, des connecteurs à la fois pour les suites Microsoft, mais également des applications tierces qui ne font pas partie du monde Microsoft. Et pour les données locales, on peut également utiliser donc la passerelle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui elle va être en capacité d'interagir avec des données qui potentiellement ne sont pas dans le cloud. On va donc pouvoir passer sur des choses un peu plus concrètes avec un cas d'usage et une démonstration.
je vais vous présenter donc deux petits cas d'usage. Donc, je vais vous prendre le premier petit cas d'usage qui est là, qui est assez simple. Cette application va permettre, on l'appelait On va au bureau, permet du coup aux différents collaborateurs d'une société de savoir qui va se trouver au sein d'un bureau. Donc là, par exemple, dans cette mini-application qu'on utilise au sein de Progelis, on va voir les bureaux qui se trouvent à Paris, à Lyon et à Aix-en-Provence. En fin de compte, cette application, elle est assez simple. C'est que moi, je suis sur Lyon. Je voudrais potentiellement venir à mon agence la semaine prochaine. Et ben, en fin de compte, je vais m'inscrire sur ce calendrier pour signaler aux différentes personnes de la société que je vais être là. Et comme ça, potentiellement, je vais retrouver des personnes qui veulent me voir ou des personnes auxquelles il faut que je fasse des projets directement. Ils seront au courant que, par exemple, le 8 février 2021, je vais être disponible. Donc, en fin de compte, c'est assez simple. Je sélectionne le jour, je clique sur le petit plus. Et automatiquement, je vais avoir mon entrée, du coup mon nom, donc ici qui est administrateur, ma photo. Si je me rends compte que le lui, février, je ne peux pas venir parce qu'en fin de compte, j'ai un rendez-vous en clientèle, et ben, j'ai juste à cliquer la petite poubelle et hop, du coup, je ne suis plus dans le calendrier. Donc, c'est des cas d'usage qui sont assez simples ici et qui fonctionnent bien. Et pareil, hein, si je veux retourner à la page d'accueil, je clique sur la maison et je retourne sur la page d'accueil. Donc là, on a un cas d'usage qui était très simple. Là, maintenant, on va rentrer sur quelque chose qui est un peu plus complexe qu'on a mis en place, qui est un cas pour gérer, on va dire, un service client en interne d'une société. Donc là, pour aider mes collaborateurs, on a mis en place un chatbot pour que quand ils ont un problème, à la place de venir poser des questions au service client, pour qu'ils puissent déjà trouver leur réponse. Donc en fin de compte, c'est assez simple. Dans Teams, j'ai cliqué sur les 3 petits points et je vais ouvrir du coup mon chatbot qui s'appelle Service informatique. Donc je commence à discuter avec celui-ci, donc je souhaite bonjour parce que je suis poli. Donc là, automatiquement, il va me répondre pour me demander comment il peut m'aider aujourd'hui. Donc je vais lui indiquer que j'ai un problème, donc c'est pour ça que je le contacte. Et à ce moment-là, le petit robot va me demander, en fait, quel est mon problème. Donc je vais dire que mon problème se trouve cette fois sur un logiciel. À ce moment-là, on passe à un scénario qui va demander sur quel logiciel qui est géré par l'entreprise auquel j'ai un problème. Donc par exemple, je vais dire que j'ai un problème sur Office 365. À ce moment-là, il va me donner la documentation que mon service informatique a prévue. Donc si je clique sur le lien, automatiquement, il va me rediriger vers l'espace où se trouve la documentation. Donc là, c'est un dossier Office 365. Si je reviens dans ma conversation, je vois que je n'ai pas perdu le fil et il va me demander est-ce que la documentation répondit à mon problème. Ici, non, parce qu'en fin de compte, le service desk a oublié de mettre la documentation. Donc, je vais répondre non. Et à ce moment-là, il va me donner un lien en disant veuillez créer un ticket pour que du coup, le service informatique puisse vous aider. Je vais cliquer ici et automatiquement, je vais avoir mon application qui va s'ouvrir. Donc là, je trouve sur mon petite application de support informatique, je suis un utilisateur, donc je clique sur mon accès utilisateur. Et là, je vais pouvoir créer un nouveau ticket. Donc un problème sur Office 365, PowerPoint ne fonctionne plus. La catégorie, du coup, c'est un problème logiciel. La priorité, comme du coup, je dois faire un PowerPoint tout de suite, je la mets très élevée. Et à ce moment-là, je clique sur « Créer ». Automatiquement, je reviens sur la liste de tous mes tickets et je peux suivre les tickets qui sont dans les différents états, différés, qui sont en cours ou qui sont terminés. Si je vais dans ma boîte Outlook, je vois que j'ai reçu un email pour dire que le ticket a été créé et bien sûr, mon service informatique a été prévenu. À ce moment-là, si là maintenant j'ai changé de rôle, là je suis le rôle où du coup je suis le service informatique. Donc je vais dans mon équipe Teams qui est dédiée à ces problèmes. Donc mon équipe s'appelle Helpdesk. Ici, je vais pouvoir suivre le backlog de tous les tickets. Parce qu'en fin de compte, mon application Power Apps est liée à ma liste SharePoint. Donc ici, je vais voir le problème sur Office 365 qui vient juste d'être créé.
Si je veux pouvoir interagir dessus, je vais avoir un formulaire directement ici. Je peux dire, tiens, quel utilisateur est affecté à ce problème-là pour le résoudre? Ben, aujourd'hui, ça va être Blandine qui va devoir résoudre ce problème-là. Si je souhaite de dire, bah, du coup, je l'ai pris en cours, donc je peux changer l'état. À ce moment-là, je vais recevoir un mail pour dire que mon état a été changé. Et aussi, je peux ajouter des commentaires pour dire les actions que j'ai pu effectuer. Comme ça, imaginons qu'un autre opérateur prenne la suivi du ticket, et ben, il pourra voir l'évolution de l'information. Cette équipe Tips ne sert pas juste à stocker une liste SharePoint, autrement il n'y aurait pas trop d'intérêt. En plus, on a mis en place ce qu'on appelle du Power BI pour faire un suivi des tickets. Donc là, ce Power BI, il reste assez simple, mais du coup, vous pourrez le customiser comme vous avez envie. Ici, j'ai de la chance, je peux trier par année pour voir ce qui se passe. Et là, je vais pouvoir suivre mon nombre de tickets dans les états différents. Je vais pouvoir voir aussi mes tickets par rapport à priorité pour voir si je reçois beaucoup de tickets en priorité élevée, moyen ou bas. Et ici, par exemple, je peux voir les personnes qui sont les plus grands demandeurs de tickets. Donc ici, on voit que c'est la plus grande case et qui est notre utilisatrice, Blandine, qui nous demande plus de tickets. Par derrière aussi, du coup, dans ce Teams-là, par exemple, on a fait un petit module de gestion des changements. Et du coup, les modifications des changements, en fin de compte, c'est pour gérer les mises à jour de mon parc informatique ou autre chose là. Et ben, pour suivre, en suivant la norme utile, en disant qu'on a des changements standards, urgents et normaux, et ben, en fin de compte, pour gérer cette liste de changements, ben, on a utilisé un petit planeur. Et en fin de compte, de fur et à mesure, je crée mes tâches et je peux les placer pour dire c'est un changement standard, j'ai fait ma réunion, où ça en est. Voilà en termes de démonstration pour aujourd'hui. Donc là, Vincent, ce que tu nous montrais, donc ces applications finalement qu'on vient de voir, de la Power Apps, il y a eu de la Power Automate par l'envoi d'email. On voit que tu as eu un onglet spécifique à Power Apps, mais en même temps, tu étais à la fois dans Teams. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, la Power Platform, on peut interagir avec elle, quel que soit l'outil qu'on utilise. Donc, par exemple, Tout à tout est fait. accessible à partir de Teams. Oui. Et au niveau de la mobilité, si on a des acteurs qui se retrouvent effectivement sur le terrain, ils vont finalement pouvoir interagir avec cette Power Platform directement à partir d'applications mobiles de Teams, où ils vont retrouver la Power Platform, la Power Automate et Power Apps, autres applications, directement depuis leur Teams. Oui. En fin de compte aussi, ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est que tout à l'heure, on a vu dans l'application des tickets qu'on a un accès utilisateur, mais aussi on a accès à un administrateur. En fin de compte, pourquoi on a mis un accès administrateur? Parce qu'on a vu qu'on pouvait la gérer très facilement dans SharePoint. C'est en fin de compte pour des gens qui sont dans des process de techniciens de proximité qui vont se déplacer vers la personne. Et ben en fin de compte, la personne qui va gérer le problème va venir avec son smartphone, va régler le problème et à la place d'attendre de retourner à son bureau pour renseigner, pour dire qu'il l'a bien terminé, etc., il va pouvoir directement aller dans cet accès administrateur. Là, il va retrouver tous les tickets qui sont dans le backlog. Donc, mon dernier problème sur Office 365, on va pouvoir l'éditer sur le téléphone très facilement et en disant, tiens, j'étais dans le bureau, j'ai terminé le ticket, je le fais en terminé, hop, j'update et là, du coup, mon ticket passe en terminé et j'ai pas eu besoin de retourner à mon bureau pour dire ben, j'ai bien terminé mon ticket. Et là, comme on a écouté le petit gling ici, là, j'ai reçu mon mail en disant le ticket est terminé. Donc voilà, on peut faire vraiment énormément de choses et on peut penser à des scénarios un peu hybrides en disant des personnes qui vont rester au bureau et des personnes qui sont en déplacement et pouvoir gérer ces deux cas d'usage. Ce qui est intéressant, ce que tu montres également, Vincent, c'est la capacité aussi de la Power Platform à avoir des rôles pour chaque utilisateur qui peuvent être différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une application pour vos collaborateurs, lambda entre guillemets, et pour certains administrateurs, comme tu l'as montré, un bouton spécifique qui permet d'accéder au back-office de l'application, de continuer d'avoir la même application, mais de continuer à traiter, à faire vivre la donnée avec des droits complémentaires par rapport à d'autres utilisateurs lambda. Tout à fait. Donc voilà pour la démonstration qu'on a pu voir. Donc je pense que maintenant on va passer à la partie pour aller un petit peu plus loin. Donc je pense que Franck, tu vas pouvoir nous parler peut-être un petit peu de la méthodologie associée à cette Power Platform. Tout à fait. Avant de traiter les questions que nous avons pu avoir avant et pendant le webinaire, en fait, on vous présente un petit peu la méthodologie appliquée par Progélis avec ses clients pour vous accompagner sur la mise en place des usages et des applications autour de la Power Platform. Alors,
nous, on est là pour s'adapter à votre niveau, à votre capacité à faire vous-même. Alors, on est surtout dans un fonctionnement agile avec l'ensemble de nos clients. C'est vrai pour cet item, mais c'est vrai en règle générale, même sur des sujets d'infrastructure chez Microsoft avec Progelist. En fait, on vient pour vous mettre le pied à l'étrier et en même temps faire un transfert de compétences pour que vous soyez le plus autonome possible par la suite pour les applications suivantes ou pour faire évoluer celles qu'on aura créées ensemble. Alors, ce qu'on conseille pour bien démarrer, c'est déjà avoir des idées claires sur ce que vous voulez faire. Et on va ensuite procéder sous forme d'atelier pour identifier ce besoin, en discuter avec vous et le faire mûrir. Ce qui nous permettra très rapidement d'imaginer votre application et de commencer à la designer. Alors, il faudra bien évidemment, au cours des différents ateliers, définir les parties prenantes et toutes les interactions dont vont pouvoir avoir besoin l'application que vous souhaitez créer, structurer les données entrantes et sortantes pour que nous soyons complets sur l'organisation des applications. Et ensuite, ça va nous permettre tout simplement de développer votre application, de le faire avec vous si ça vous intéresse, de le voir se développer avec nous. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de nous confier totalement le projet en nous faisant une expression de besoin et qu'ensuite on vous fasse des propositions pour voir si ça matche avec ce que vous aviez en tête. Une fois qu'on a tout conçu, on teste ensemble. On affine si besoin et ensuite on lance et on est là aussi bien évidemment par la suite pour vous accompagner, pour faire vivre et mûrir cette application qu'on aura créée ensemble. Alors tout ceci, Antoine, si on peut voir un petit peu pour résumer cette expertise Progelist, c'est qu'on est là pour concevoir avec vous, vous aider à concevoir et à définir l'application que vous voulez mettre en place, pour la réaliser, pour transférer les compétences en cours de réalisation. Et ensuite, nos consultants sont également là pour conduire le changement au sein de votre organisation, de votre service, de votre entreprise, pour que l'application vive et qu'elle soit utilisée et qu'elle soit bien perçue et bien exploitée par vos utilisateurs. Parce que c'est important même si on verra dans l'exemple de charge qui vient juste après que les applications type low-code sont des applications qui, contrairement à ce qui pouvait exister par le passé, se mettent en place dans un délai assez court. L'intérêt quand même, c'est bien sûr que l'utilisateur s'y retrouve et que ça soit pleinement exploité. Et donc l'accompagnement dans la conduite du changement est important aussi dans l'intégration des nouvelles applications dans votre organisation. Je crois ce qui est important de dire également, Franck, tu l'as dit un petit peu, c'est sur la partie conception. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est sur des plateformes dites low-code qu'il n'y a pas une phase préliminaire de conception. Donc, on n'est pas forcément dans la rédaction, dans l'obligation d'avoir une rédaction extrêmement détaillée du cahier des charges, etc., avec des spécifications de plusieurs dizaines de pages. Par contre, par retour d'expérience, aujourd'hui, il faut quand même prendre le temps au démarrage de conception d'application à travers la Power Platform, prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce que l'on souhaite faire. Donc, c'est pour ça que Progelist aussi peut vous accompagner dans cette démarche-là. Mais low-code ne veut pas dire qu'on est dans une agilité pure et complète sur l'ensemble des applications. Il y a besoin effectivement de se poser et de réfléchir 5 minutes avant de concevoir des applications pour déjà définir le modèle de données, les données qui vont entrer, etc., etc. Et donc de ne pas partir la fleur au fusil vers un développement qui pourrait s'avérer long, coûteux et pas forcément atteindre les objectifs que vous étiez fixés au départ. Tout à fait. Cette phase préparative, finalement, est primordiale par rapport à la conception en elle-même. Et le dimensionnement et la durée des ateliers de préparation seront variables en fonction de la complexité de l'application que vous souhaiterez mettre en place. Je vais juste rajouter une petite chose avant de passer à la slide suivante, c'est que vraiment cette partie de conception, c'est, on va dire, la partie la plus importante et faire la plus attention de le faire, même si on a un cahier des charges, parce que c'est toujours intéressant de rediscuter avec les métiers, donc les personnes qui vont utiliser cette application, pour comprendre vraiment le besoin et d'aller peut-être un peu plus loin sur votre expression que vous nous avez donné et pour être sûr que l'application va correspondre à 100%. Parce que comme en fait, on vous crée une application pour vous, c'est comme un peu si on faisait du sur-mesure. Donc, pour faire du sur-mesure, il faut vraiment comprendre 100% votre besoin. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important lors de ces mini-ateliers que Franck vous a présenté, d'avoir potentiellement une personne ou les personnes qui vont utiliser cette application
pour qu'on puisse arriver du premier coup ou au deuxième coup à l'application 100% qui correspondait à ce que vous avez besoin. Oui, tu fais bien de le préciser, parce que j'imagine que cette présentation vous a donné des idées et a conforté le fait de pouvoir vous lancer dans cette création. Et il faut effectivement bien avoir en tête donc les parties prenantes et les personnes qui vont permettre d'être efficaces dans la conception des applications. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, on a quelques exemples de plans de charge pour vous montrer en fait que selon la complexité, ça va générer un volume de charge qui peut être, comme dans l'exemple présent, très rapide pour mettre en place une première application autour d'un formulaire de demande d'achat, chose que j'imagine toute organisation a en interne, hein, d'achat en tout genre. Donc voilà, un exemple de réalisation que nous avons eu l'occasion de faire, 1 à 2 jours de réalisation, ce qui est plutôt efficace. Deuxième exemple de plan de charge, c'est des rapports sur la performance commerciale. C'est quelque chose qui est très intéressant. À titre personnel, je suis assez habitué à observer ces rapports et à les manipuler de manière hebdomadaire, mais c'est tout l'intérêt de l'écosystème de la Power Platform et de son interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir extraire des données d'un CRM et de pouvoir les visualiser et avoir la main dessus pour exploiter pleinement chaque volet des performances et des rapports commerciaux que nous pouvons avoir. Donc, une réalisation évaluée à 5 jours. Alors là, nous sommes sur un exemple qui est plus dans le monde de la fourniture d'équipements avec la gestion des stocks, avec une charge totale réalisée en 15 jours. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le matériel des sapeurs-pompiers est centralisé. C'est pas chaque caserne qui va avoir la gestion en propre de ses stocks. Donc l'idée, c'est on a une application qui est décentralisée pour l'ensemble des casernes où les pompiers vont faire état rapport finalement de stock ou d'équipements manquants au sein de la caserne. Et donc, on va avoir des demandes qui sont centralisées au niveau de la direction des pompiers et qui va passer des commandes de manière groupée pour l'ensemble des casernes d'un département ou d'une région. Donc, l'idée, c'est très rapidement, avec un smartphone, je vais pouvoir visualiser l'état des stocks, prendre en photo, scanner un code barre d'une pièce manquante, etc., pour faire remonter l'information en centrale sur le fait qu'il manque certains matériels pour la bonne intervention des pompiers. Encore application qui était plutôt à destination de smartphone et qui avait un intérêt effectivement de centraliser la donnée au niveau de la direction des pompiers pour passer des commandes groupées de matériel. Merci pour cette précision sur l'application développée pour les pompiers. Et autre exemple d'usage de la Power Platform, c'est de pouvoir avoir un suivi de chantier. Alors, chantier, ça peut être des chantiers dans le monde du BTP, des chantiers ou des réalisations, des inspections de chambres dans le monde hôtelier, et de pouvoir avoir sur tablette ou smartphone la capacité à vérifier, valider, éditer des comptes rendus directement depuis le personnel de terrain avec une centralisation et une remontée des informations centralisées pour qu'elles puissent être exploitées et reconverties ensuite dans des rapports Power BI par exemple pour les suivis de chantier ou pour les suivis de production. Voilà, ça donne aussi encore une autre approche d'application avec une complexité un peu plus évoluée qui donne une charge forcément un peu plus conséquente par rapport à ce qu'on a pu voir dans les premières applications. Donc là, typiquement, sur ce genre d'application, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une personne qui est sur un chantier, qui vient faire une inspection effectivement de chantier, de bon déroulé, de bonne mise en place, je sais pas, de procédures, de vérification, je sais pas, d'une dalle de béton, de autres, etc., etc. L'intérêt de l'application, c'est qu'elle est justement en mobilité. Donc la possibilité sur ce rapport de chantier, d'inspection, de prendre des photos, potentiellement sur des malfaçons, sur des choses qui pourraient être manquantes ou en tout cas qui ne correspondraient pas au cahier des charges qui avait été défini au préalable. Et puis la personne, avec sa tablette, une fois qu'elle a pris sa photo, qu'elle a fait finalement le rapport d'inspection, elle va pouvoir l'éditer et automatiquement demander à la personne qu'elle a en face d'elle, responsable de chantier ou autre, de finalement signer
si vous voulez, le PV d'intervention, le PV d'inspection. Donc l'intérêt, c'est que via justement toutes ces applications et cette facilité via la mobilité, à la fois d'agrémenter finalement vos applications avec tous les systèmes qui existent autour des périphériques. Donc on va pouvoir capter le GPS de la personne actuellement sur l'application, sur la tablette qu'elle utilise. On va pouvoir capter des informations donc sur sa localisation, sur finalement les photos, les vidéos, capter du son également, passer la tablette pour des signatures électroniques ou autres. Donc on a finalement tout cet écosystème aujourd'hui de mobilité qui est très très intéressante et qui permet justement de venir positionner des applications qui aujourd'hui ont beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'on avait au préalable, avec simplement un remplissage de fichiers, ensuite envoyé en PDF par email pour signature ou autre. Donc là, on a vraiment tout cet écosystème qui vient aujourd'hui proposer des expériences utilisateurs beaucoup plus évoluées et avec beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'on pouvait avoir au préalable. Alors, il nous reste encore du temps pour traiter les questions. On va directement enchaîner sur cette partie avec la toute première qui se pose et qui s'est posée d'ailleurs dans le chat, c'est quel est le niveau de licence qui permet d'accéder à la Power Platform. Déjà, si vous avez des licences Office 365 en fonction du niveau de licence, parce qu'il y en a plein, mais du business standard, du business premium, du E3, même du E1 si je me trompe pas, vous pouvez avoir déjà accès à la Power Platform qui est Power Apps et Power Automate directement dans ces offres-là. Par contre, la seule petite limitation, c'est que vous pouvez interagir qu'avec Office 365 et pas avec des connecteurs qui vont se connecter sur votre infrastructure on-premise ou sur d'autres données qui sont dans le SaaS, comme tout à l'heure on disait du SAP ou de Twitter ou du Mailchimp. Première chose. Après, si on veut faire des choses beaucoup plus évoluées, vous allez avoir des licences dites autonomes, donc des licences par mois et par utilisateur, donc le fonctionnement classique de Microsoft sur Office 365, et là qui va permettre du coup de faire des flux avec ses connecteurs premium, de faire de la Power Platform avec ses connecteurs premium, et même aussi du coup avoir du stockage sur Dataverse pour faire des applications beaucoup plus rigides et gérer la sécurité beaucoup plus finement que vous pouvez le faire avec une application classique basée sur du SharePoint. Donc voilà. Après, vous avez aussi des licences Power BI Pro pour faire du reporting et pouvoir partager ces rapports avec les utilisateurs et aussi de pouvoir faire cette synchronisation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui utilise la Power Platform doit avoir des licences, qu'ils soient utilisateurs ou développeurs. C'est les mêmes licences pour tout le monde. Question suivante que nous avions notée avant, est-ce qu'il est possible de faire un workflow conditionnel? Alors effectivement, je vais prendre le point, donc la question, pardon. Donc oui, effectivement, bien entendu, on peut faire des workflows conditionnels. Donc à travers Power Automate, aujourd'hui, on va pouvoir finalement avoir ce qu'on appelle des embranchements. Typiquement, vous avez une action qui est réalisée et en fonction du résultat de cette action, donc ça peut être un choix de l'utilisateur, ça peut être une condition qui est par rapport à une donnée. Est-ce que la réponse a été oui? Est-ce que la réponse a été non, par exemple, à une question? Le matériel. Est-ce que votre utilisateur est sur un smartphone? Est-ce que votre utilisateur est sur un PC? Ça, c'est des choses qu'on peut avoir également. Ou par rapport à une position GPS, ce que je vous disais tout à l'heure, toute la partie géolocalisation. Donc, bien entendu, on peut avoir des workflows conditionnels. Et en fonction justement de la condition, vous allez pouvoir avoir un traitement qui va être différent par rapport au choix qui a été fait par l'utilisateur ou aux conditions d'utilisation de l'application. Donc, bien entendu, on peut faire des workflows conditionnels. Ça dépend de votre besoin métier que vous avez derrière. Merci Antoine. Question suivante. Donc, comment éviter la multiplication des supports et assurer un accès fonctionnel à l'information par les utilisateurs? Donc, pour éviter cette multiplication des supports et assurer l'accès fonctionnel à l'information, en fin de compte, en fonction de vos cas d'usage, de vos besoins, en fait, il faut juste bien définir où vont être stockées ces données et s'assurer que ces données vont être accessibles par tout le monde. Donc, il faut mettre des règles de gouvernance chez vous, par exemple, pour dire que tous les documents d'entreprise vont se trouver dans SharePoint. Après, on pourrait mettre des systèmes un peu plus évolués pour gérer ces cas d'usage-là en fonction de noms dans le document avec des conventions de nommage, mais ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais en fin de compte, ça va être vraiment autour de la sensibilisation de vos utilisateurs, de l'explication, tout ce qu'on appelle du coup accompagnement au changement, de formation qui va permettre d'éviter
du coup, de démultiplier les supports et d'avoir de la duplication de contenu et vraiment d'être organisé, de savoir quel outil pour quelle chose. Donc, c'est vraiment très, très important. Effectivement, ce que tu disais, Vincent, il y a toute cette partie sensibilisation, formation pour les utilisateurs. On va également avoir tout ce qui est la gouvernance. C'est quel type de données, quel type d'application on laisse accessible aux utilisateurs. Donc ça peut passer par des niveaux de licence. Suivant le niveau de licence, vous avez accès ou non à un certain nombre d'applications. Et également, vous avez tout le paramétrage dans Office 365, dans l'administration, dans les consoles d'administration Office 365, qui vous permettent aussi de vous assurer que l'information est accessible par tel type de canaux et pas par tel autre. Donc là, vous avez aussi la possibilité, via de la gouvernance, en plus de la sensibilisation et de la formation, d'assurer que finalement l'accès à la formation par l'utilisateur est bien contrôlé. Alors, j'intercale quelques questions qui sont arrivées dans le chat pendant la présentation avant de poursuivre sur celles qu'on avait déjà identifiées. Alors, peut-être plus pour Antoine. Je souhaite développer une application sur Microsoft Store. Je pensais à Python, Django, plus Power BI et API Microsoft. Est-ce que la suite Microsoft Power Platform peut être utile et être compatible avec ces technos? Alors, question très très précise, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin métier derrière. Alors, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la Power Platform, vous pouvez la voir comme étant finalement un outil additionnel à ce que vous souhaitez faire. Aujourd'hui, faire transiter de la donnée d'une application A vers une application B, les faire communiquer, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Et comme on l'a vu avec justement cette succession de connecteurs disponibles nativement et de manière très très variée par Microsoft, vous avez effectivement donc la capacité de faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il est envisageable, par exemple, d'avoir un site web en PHP Symfony et qui va utiliser un bout de Power Automate pour faire transiter de la donnée d'un système A vers un système Office 365. Donc, typiquement, créer une application dans le Microsoft Store qui aujourd'hui viendrait via des API ou via des web services communiquer avec la Power Platform, c'est quelque chose que l'on peut envisager très bien. Si vous avez une expérience avec des données personnelles identifiantes sensibles? Alors, pour tout ce qui va être données médicales, aujourd'hui, effectivement, sur les data centers Microsoft, vous avez la possibilité de venir positionner de la donnée dite extrêmement sensible, la donnée patient, etc. Aujourd'hui, les environnements Microsoft sont tous certifiés HDS, donc hébergement de données de santé. Donc, typiquement, sur des données qui pourraient être très sensibles d'un point de vue médical, il n'y a pas de souci pour stocker de la donnée dans Azure ou dans Office 365. Et donc, de fait, sur la plateforme, sur la Power Platform, il n'y a pas de souci. Très bien, merci Antoine. Donc, je reprends le fil de nos questions. La suite Microsoft aide-t-elle à formaliser les processus existants? Plutôt orienté vers Vincent. C'est ça, donc je vais prendre la parole. Donc, tout à fait, en fin de compte, tout ce qu'on a vu depuis le début de ce webinaire, c'est que vraiment cette Power Platform, tous les outils qu'on vous a présentés, permettent vraiment de formaliser et de faire vos processus existants. Après, que ça soit, si c'est une processus, par exemple, sur un ordinateur, de mon exemple, on va pouvoir utiliser la partie RPA de Power Automate. Si c'est la gestion de devis avec un petit formulaire d'achat, des choses comme ça, on peut utiliser Power Apps et Power Automate. Donc, vous allez pouvoir vraiment formaliser vos processus existants. Donc, ça va répondre totalement à cette question-là, cette technologie. Très bien. Donc, on a aussi des questions sur la compatibilité avec les processus normés de type SOX ou ISO. Alors, et si on veut être complet, il y a également les engagements liés à la RGPD. Tout à fait. J'allais soumettre ce point-là. Donc aujourd'hui, tout ce qui est plateforme, donc Microsoft et donc les plateformes de cloud computing Microsoft, c'est-à-dire Office 365 et Azure, sont compatibles avec un certain nombre de normes ISO, 27001, 27017, 9001, etc., etc. On va également avoir toute la compliance, toute la conformité effectivement avec la loi RGPD. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est des choses qui existent au niveau des plateformes Microsoft et où Microsoft met pas mal d'actions possibles pour la RGPD, notamment autour de tous ces systèmes. Pour la partie SOX, aujourd'hui, donc c'est pour les sociétés qui sont cotées en bourse, Microsoft peut fournir des attestations dites SOX 1 de type 2, qui permettent finalement pour les sociétés d'audit indépendantes d'avoir un accord de Microsoft quant à l'utilisation de ces données à travers ce genre de normes. Tout ce que je peux vous conseiller sur ces parties normes, que ce soit SOX, ISO, RGPD, etc., c'est d'aller faire un tour auprès du site internet de Microsoft qui s'appelle le Trust Center, donc qui va, si vous voulez,
récapituler l'ensemble des normes qui sont suivies par Microsoft et toutes les normes finalement qui peuvent être auxquelles les clouds Microsoft peuvent être soumises. Donc on va vous mettre dans le chat le lien vers le Trust Center. Donc c'est un site qui fait référence, qui est maintenu par Microsoft et qui vous permet effectivement de visualiser toutes les compatibilités des processus que suit Microsoft et l'ensemble de ces clouds. Merci Antoine. Une dernière, et on sera dans notre heure complète. Alors, une question encore autour des données. Où se trouvent les données? Qui peut y accéder et qui peut les modifier? Alors, les données, elles se trouvent basiquement au même endroit que votre environnement Office 365 ou Azure. C'est-à-dire que si vous avez un tenant, donc un environnement Office 365 qui, lui, se trouve sur des data centers français, vous pouvez d'ailleurs demander à ce qu'il se trouve obligatoirement sur des data centers français lors de l'ouverture, lors de la souscription à Office 365. Vos données Power Platform vont se trouver également sur des data centers exclusivement français. Si vous avez un tenant qui se trouve dans le système européen, vous allez avoir les données de la Power Platform qui seront dans le système européen. Donc là, c'est vraiment vous, lors de la souscription, de la première souscription de licence Office 365, vous allez définir finalement le lieu de stockage de ces données et le lieu de stockage des données de l'ensemble des clouds Microsoft et donc de la Power Platform. Ensuite, pour l'aspect qui peut y accéder et qui peut le modifier, on en a discuté un petit peu tout à l'heure avec Vincent. Si vous voulez, on va pouvoir sur la Power Platform définir ce qu'on appelle des rôles pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, suivant le rôle que vous allez attribuer à vos collaborateurs, ils vont avoir plus ou moins de droits sur l'ensemble des données que vous leur affichez. Donc, soit ils vont avoir des droits de lecture, soit ils vont avoir des droits d'écriture, ils peuvent avoir des droits d'administration, etc. Donc là encore, avec la Power Platform, pas de souci, on va avoir la capacité finalement de gérer la sécurité de manière très finement en fonction de ce qu'on appelle des rôles au niveau des applications. Merci pour toutes ces précisions. Merci Antoine et Vincent pour votre disponibilité et toutes ces informations portées autour de la Power Platform. Bien évidemment, on reste disposé pour traiter des questions complémentaires ou des questions plus précises par rapport à votre fonctionnement et aux applications que vous souhaiteriez maintenant mettre en place au sein de vos organisations. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre écoute, merci pour vos questions et à bientôt. Merci à tous, passez une bonne journée, à bientôt. Au revoir.